Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Lutte contre les inondations, tous les acteurs étatiques au front. Un plan décennal de 760 milliards de francs CFA est prévu. La volonté de l'État est d'étendre les projets structurants à l'ensemble du territoire national. Révélation du ministre Khadim Diop lors de sa visite à Kaffrine où la situation est maîtrisée. L'hivernage, ce sont aussi les problèmes de toiture, bâches et autres produits d'étanchéité se vendent bien. Et pour ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de sortir, autant s'armer d'un parapluie. Cet accessoire fait en ce moment partie du décor des rues. Reportage dans cette édition. Et puis sport, c'est parti pour l'Afro-Basket 2013. Pour leur entrée en lice, les Lions sont difficilement venus à bout d'une vaillante équipe des Pharaons. C'était au Palais des Sports d'Abidjan qui va nous présenter les autorités ivoiriennes. Pour la première fois dans l'histoire, l'inspection générale d'État remet son rapport au chef de l'État en public. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi au Palais de la République. Le rapport a traité des questions liées à la gouvernance et à la reddition des comptes. Le rapport de l'IGE s'est intéressé à la gestion foncière, à la dette publique, aux agences publiques et aux établissements publics de santé et autres. Nous écoutons à ce propos le chef de l'État au micro de Khadikan. L'inspection générale d'État est un rouage essentiel de la République pour asseoir une gouvernance vertueuse dans la gestion des affaires publiques. À ce sujet, je rappelle que mon mandat est placé sous le sceau d'une politique axée sur la bonne gouvernance, sur la performance de l'administration ainsi que la satisfaction des besoins du citoyen. Au demeurant, la gouvernance vertueuse que je prône suppose que le droit à l'information des citoyens soit respecté. Ce droit à l'information, garanti par la Constitution, exige de toute personne dépositaire d'une charge publique de rendre compte de sa gestion. Malheureusement, au Sénégal, quand on demande des comptes, on transfère le débat ailleurs. Or, c'est un principe autour duquel aucune règle ne sera, en tout cas, dérogée. Il n'y aura aucune dérogation par rapport à cette exigence. Il est également consacré par la loi portant statut des inspecteurs généraux d'État et par le décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale d'État. Et comme vient de le dire Madame le vérificateur général, en 2005 et en 2007, déjà dans le cadre de la réforme de l'inspection générale d'État, en ma qualité de Premier ministre d'alors, j'avais en effet personnellement appuyé la proposition relative au rapport public sur l'état de la gouvernance. Ma conviction était alors que l'inspection générale d'État, en tant qu'institution supérieure de contrôle de l'ordre administratif, pouvait rendre compte de ses activités et de la valeur ajoutée qu'elle apporte à la gouvernance publique. Bien sûr, elle doit en même temps veiller à la protection des données à caractère personnel et à certains aspects liés à la sécurité de l'État. C'est pourquoi le rapport sur la gouvernance ne signifiera pas ipso facto la déclassification de tous les rapports de l'inspection générale d'État. Cela doit être très clair. Mais un rapport sur la gouvernance doit être fait afin que l'opinion soit édifiée et informée sur l'état de cette gouvernance. Je sais qu'au niveau de l'inspection générale d'État, cela ne souffre d'aucune incompréhension, mais il est important que cela soit précisé pour tous les autres. Aussi, voudrais-je me réjouir que cette institution ait déjà pris la mesure de tous ces enjeux en s'ajustant à l'environnement de la gouvernance qui exige davantage de reddition de comptes
pour demeurer crédible, efficace et performante. Dès ma prise de fonction, après avoir fait évaluer les moyens de l'inspection générale d'État, j'ai relevé l'effectif théorique et encouragé le recrutement de hauts cadres, permettant ainsi à l'institution d'accroître le taux de couverture du portefeuille d'entités et d'activités soumises à son contrôle et la prise en charge de l'état des lieux de la gouvernance publique. À cet effet, j'ai ordonné la conduite et la supervision de missions d'audit, de vérification et d'enquête. Compte tenu de l'ampleur de la tâche et de l'urgence de ces travaux, dont les résultats déterminent la prise de décision administrative et politique hautement stratégique pour notre pays, une partie de ces diligences a été confiée à des cabinets d'audit et de consultants. Il y a lieu de rappeler tout d'abord que ces audits, enquêtes et vérifications constituent avant tout des outils de gestion permettant à tout responsable de déterminer au niveau de son organisation les acquis, de préciser les défis à relever, de capitaliser les bonnes pratiques et d'éviter les errements. Voilà, nous reviendrons peut-être avant la fin de cette édition sur la cérémonie de remise du rapport de l'IGE avec Hadi Kane. Tous les ministres concernés par la gestion des inondations se sont réunis au ministère de l'Intérieur. Les services de l'État sont au front dans le cadre du plan d'urgence de lutte estimé à 66 milliards de francs CFA. Aucune zone du pays touchée par les inondations n'est laissée en rade. Mais pour l'État, le règlement définitif de la question des inondations passe par l'application du plan décennal de 760 milliards de francs CFA à Alioune Badara Kane. Autour du général Patesek, 5 ministres, la République se mobilise pour faire face aux inondations. De la banlieue dakaroise à Kaffrine, rares sont les régions épargnées par les fortes précipitations de ces derniers jours. Je rappelle qu'à Gossas, il est tombé 174 mm d'eau, 163 mm d'eau dans la ville de Kaffrine. C'est des records qui ont été battus depuis 1950. C'est vous dire l'importance des précipitations qui sont tombées sur ces deux villes-là. Dakar non plus n'a pas été épargné. Les zones prioritaires identifiées, l'État passe à la vitesse supérieure. Un plan d'urgence de 66 milliards de francs CFA est en train d'être exécuté. Le dispositif semble exceptionnel. Nous avons à peu près 641 sapeurs-pompiers mobilisés à travers le territoire national, 400 motopompes également mobilisées par ces mêmes sapeurs, et les 103 stations de l'ONAS sont fonctionnelles quasiment nuit et jour pour faire face à la situation. Des efforts énormes ont été faits dans ce sens-là. La botte secrète de l'État reste le plan décennal de lutte contre les inondations. Arrêté à 760 milliards de francs CFA, ce plan est la solution des experts pour venir à bout des inondations. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Dès l'instant que c'est un programme gouvernemental qui est dirigé, ça veut dire que les premières réalisations à faire sur ce site, c'est l'assainissement, c'est la mise en place des édifices nécessaires et utiles pour éviter que les populations ne se retrouvent dans une situation à tout point de vue comparable à ce qu'ils ont vécu ailleurs. Tous les services de l'État concernés par la question des inondations sont sur le qui-vive. La mobilisation générale est sonnée pour stopper les inondations. La commune de Kaffrine a reçu hier la visite du ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation. Khadim Diop était venu s'enquérir de l'état d'avancement des opérations du secours, donc, et d'assistance aux populations. Sur place, le ministre a réitéré la volonté du gouvernement d'étendre les projets structurants à l'ensemble du pays. Mamadou Samambo. Près d'une semaine après les fortes précipitations qui se sont abattues sur Kaffrine, infrastructures de base et concessions de ce quartier en portent encore les stigmates. Au poste de santé de Djamagun, les documents et médicaments sont hors service, le personnel médical et les patients sous le besoin. À Kaffrine 2, l'école accueille les familles sinistrées. Leurs maisons, pour l'essentiel construites en banco, n'ont pu résister aux 166 mm d'eau enregistrés ici. Et là où nous sommes, c'est la zone la plus touchée qui est Kaffrine 2.
Et généralement, c'est des maisons qui sont démolies, etc. On a eu à faire des opérations de pompage, d'assistance, également des visites de proximité. On aimerait du ciment, des zinc pour permettre à nos concitoyens vraiment de reprendre leur maison et également de mener leur vie. Dès la survenue de ces événements très importants et exceptionnels, un dispositif a déjà été mis en place, notamment par le renforcement du dispositif de la mairie, qu'il faut encourager, dont il faut saluer vraiment l'implication. La BNSP a renforcé par la mise à disposition d'une motopompe de 600 m3 qui a permis, avec le dispositif existant, de faire baisser les eaux. Ces opérations ont produit leurs effets, beaucoup de maisons sont libérées, les rails remis en l'état et le train peut traverser Kaffrine en toute quiétude. Des mesures conservatoires, le temps pour les pouvoirs publics de finaliser le paquet de services devant apporter des solutions définitives à ce phénomène. Le ministère de la restructuration était déjà présent dans cette ville. Malheureusement, ce sont des pluies exceptionnelles, décennales comme on les appelle, qui nous ont surpris, mais l'entreprise était déjà en train d'intervenir, comme vous le voyez au niveau du bassin que nous avons visité. Donc ce travail-là va continuer et nous pensons que ce travail sur le bassin, combiné avec le travail qui se fait au niveau des carrières pour limiter les eaux en provenance des collines, ces travaux combinés permettront de soulager et de réduire la vulnérabilité de la ville de Kaffrine, qui, comme vous le savez, est presque une cuvette. Nous avons un programme de relogement. Nous allons voir évaluer en fonction de nos moyens par rapport à l'année prochaine pour voir quelles possibilités avons-nous de construire et de reloger les populations qui sont les plus dans les eaux. Accompagné des autorités administratives et locales, des organisations communautaires de base et autres partenaires, le ministre Khadim Diop a fait le tour de Kaffrine, fait le point avec les structures compétentes avant de lancer ce message à l'endroit des familles sénégalaises victimes des inondations. D'être patiente et de savoir que nous sommes à l'année 1 d'un plan décennal. Dans cette année 1, nous ne pouvons pas prétendre résoudre tous les problèmes. Des moyens conséquents ont été mobilisés pour tout le Sénégal, 66 milliards ont été mobilisés pour cette phase d'urgence, pour réduire la vulnérabilité des populations, pour renforcer la résilience des populations partout où elles se trouvent. Et lorsque ces ouvrages structurants qui se développent partout au Sénégal auront fini d'être réalisés, je pense que cette situation presque de calamité ou de catastrophe que nous vivons sera un mauvais souvenir pour tous les Sénégalais. Après quoi, le ministre et sa délégation ont pris le chemin de Gossas pour la même mission. Gestion des inondations justement à Kaffrine. Après la catastrophe, les secours. L'État a déployé sur place un important dispositif de pompage. L'édile de Kaffrine salue l'engagement du chef de l'État à régler définitivement la question. Il appelle en même temps les entreprises opérant dans la zone à s'acquitter de leurs responsabilités sociétales. En dépit de l'ampleur de la catastrophe, Abdoulaye Wilane décrit une situation maîtrisée. Il est au micro d'Ousmane Garifay. La situation est sous contrôle. Dès les premières heures, le gouverneur Elhadji Diallo, le préfet Abdourahmane Ndiaye, avec l'ensemble des services déconcentrés de l'État, aux côtés du maire et des conseillers municipaux, nous avons essayé de pomper les eaux, aidés en cela par le ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones inondées, le MRASI, qui nous a envoyé des motopompes, qui nous a envoyé des camions hydrocureurs, et puis Ageroute s'est joint à nous efficacement. Et enfin, nous avons également quelques entreprises citoyennes, dont Eiffage, qui n'a aucune activité de réalisation d'infrastructures routières à Kaffrine, mais par moment, Eiffage extrait du calcaire, des carrières de Kaffrine, de la latérite, et ils se sont manifestés à nos côtés. C'est le lieu pour moi de les remercier tous et de leur rendre un hommage mérité. Je souhaite ne pas en arriver à porter plainte. Transrail traverse plusieurs villes du Sénégal. Transrail, à travers ses activités, crée de la pollution. Transrail crée des ordures. Donc, ça salit. Ensuite, par moment, comme c'est le cas aujourd'hui, Transrail expose des populations à des catastrophes. Et enfin, ce n'est pas seulement Transrail, il y a l'entreprise AFA qui a fait de malfaçon, qui a fait également
des aménagements qui exposent les populations. Si ces entreprises-là comprennent qu'ils nous ont porté un préjudice auquel nous ne nous attendions pas, auquel nous n'étions pas préparés, parce que pour l'essentiel dans ces endroits-là, les gens n'étaient pas dans des zones non édificantes, c'était dans des zones loties et viabilisées depuis plus de 50 ans. Alors aujourd'hui, il faut que l'État nous aide à jouer sa médiation pour que Transrail et d'autres entreprises interviennent. Le président de la République envisage avec son gouvernement de créer un site de recasement, une sorte de cité Khewal Yakar. Nous la remercions et cela fait dans les règles de l'art et en toute transparence. Le président est en train de nous aider à aménager des bassins de rétention et de recueillement de ces eaux. L'essentiel est que ce soit accompagné par un traitement des eaux, qu'on puisse les conserver afin que pendant la saison sèche, on puisse l'utiliser pour des pluies. Et enfin, le président nous aidera à électrifier tout Kaffrine et les villages environnants, puis il nous aidera à régler les problèmes de routes, aussi bien les pistes de production que les routes pour faire de Kaffrine une capitale digne de son nom. Abdoulaye Wilane, maire de Kaffrine. Il pleut régulièrement depuis quelque temps sur Dakar et pour ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de sortir, le principal moyen de se protéger est le parapluie. Ainsi, cet accessoire fait partie du décor des rues de la pluvieuse capitale et ce sont les vendeurs qui se frottent les mains. Reportage Côte de Seine, Oumou Baldé. Ils ne peuvent pas s'empêcher de marcher sous la pluie, ils ne peuvent pas non plus empêcher la pluie de tomber. Dans ces conditions, il faut trouver le moyen de se protéger. L'astuce est simple, le parapluie. Je pense que c'est toujours prudent de sortir avec un parapluie. Si je m'habille très bien, je vais prendre, si ça pleut, je vais prendre le parapluie. C'est une utilité, oui. L'accessoire plus qu'indispensable en hivernage permet de se mettre à l'abri de la pluie, qu'elle soit abondante ou fine, continue ou intermittente, et chacun y va de son parapluie. On n'a pas besoin de qualité. On a juste besoin d'un parapluie pour sortir, pour nous couvrir. Ça dépend des clients quoi. Il y a les clients qui veulent moins cher, qui veulent toutes les qualités, il y en a. Bon, ça là sont moins là. Ouais. Puis les petits là. Ouais, les femmes. Surtout les femmes, ça, surtout les femmes. Et les hommes? Les hommes, ça, de plus grand que ça quoi. Et pourquoi vous pensez que les femmes préfèrent ça? Non, il y a d'autres même qui peuvent payer ça pour mettre les sacs, dans les sacs. Petit, grand, décoré, coloré, cher ou pas cher, la demande est là, l'offre aussi. D'ailleurs, les vendeurs n'hésitent pas à braver la pluie pour écouler leurs marchandises. Certains vendeurs sont même occasionnels parce que le contexte est favorable aux bonnes affaires du secteur. J'ai commencé depuis le mois de juillet. Ouais. Bon, je ne sais pas. Hein. 50 à peu près? Ouais, à peu près. Ça peut peut-être 60, plus de 60 même. Moi, j'ai assisté à Sandaga. Des fois, tu payes comme ça, là. 1000 francs, en gros, tu vends ça à 1500. Ouais. Ouais, il y a pour 1200 aussi. Des fois, tu peux vendre ça à 2000 ou bien 1500. C'est ça. Bonnes affaires pour les vendeurs, bonne astuce pour les utilisateurs. Le tour est joué pour ne pas s'étirer parce qu'il pleut. L'objet fort utile en cette période est le meilleur compagnon de tous ceux qui cherchent à éviter d'être trempés. Mieux vaut avoir son parapluie avec soi que dans un coin de la maison. N'est-ce pas, Oumou Baldé, étanchéité pour les plus nantis, bâche pour les moins riches. Tous les moyens sont bons pour se protéger des fortes pluies qui causent des dégâts sur les toitures des maisons basses comme des immeubles. Face à ces situations, les vendeurs de bâches et des produits d'étanchéité se frottent les mains en cette période d'hivernage. La concurrence s'invite même dans le marché à Biboumbay. Quand le ciel a fini d'ouvrir ses vannes, même certains immeubles sointent. Les bâches s'invitent au décor. Pour les plus nantis, l'étanchéité est l'ultime recours. Nous sommes à la rue Florus de Dakar, où clients et vendeurs s'adonnent à une discussion serrée sur les prix à payer pour se procurer des rouleaux d'étanchéité. Comme là, moi, je vais faire pour 3 fois. Mais je vais faire tabou
Depuis le début de l'hivernage, j'ai réparé 3 fois les toits de ma maison, mais cela ne résiste pas aux fortes pluies. Alors j'ai eu recours à l'étanchéité. C'est la seule solution. J'avais essayé du ciment plâtre, mais la pluie a tout emporté. Tous les toits de ma maison laissent l'eau s'échapper. La demande est beaucoup plus forte maintenant. La demande est forte, hein, beaucoup plus forte en période d'hivernage. Que ce soit ceux qui achètent en détail aussi. Hein. Il y en a qui ont des problèmes. Là, ils achètent en détail. Avec les pluies, là, avec le toit, ça ne tient pas. Ils viennent acheter un rouleau, ou bien il y en a qui achètent par mètre. Après la rue Fleurus, l'avenue Blaise Diagne, ici, les vendeurs apprécient différemment le marché des bâches, même si la tendance est à la hausse des ventes. Ça, c'est 1,60 m. Il y a ces importés qui vont à 4 000 à 3 500. Il y a qui, parce qu'au Sénégal, on la vend à 3 000 à 2 500. Il y a beaucoup de clients ici. Je suis venu normalement, on va vendre presque par jour au moins 10 ou 15 clients presque. Nous avons plusieurs bâches. On a des bâches qui viennent de Chine, qui viennent d'Europe. En Europe, partout presque. Et nous avons aussi des bâches de Chine qui sont très bonnes. Mais le meilleur, c'est les bâches qui viennent d'Europe. Elles sont plus résistantes, un peu plus chères, mais il n'y a pas une grande différence. Entre 3 500 et 4 000, hein, les grandes largeurs, le mètre. En cette période d'hivernage, le marché de l'étanchéité et des bâches connaît un réel essor et même la concurrence s'invite. Et cette année, bon, par rapport aux années passées, la vente a diminué. On a constaté que c'est dû à la concurrence. Avant, on était les seuls. Aujourd'hui, on est 30 concurrents, 40 concurrents, voire même 50 concurrents. La bâche, tout le monde l'amène maintenant. Il faut dire qu'au Sénégal, il pleut 4 mois maximum. Donc il ne faut pas l'amener tout le temps. Il faut l'amener qu'une période et ça y est quoi. Certains clients venus s'approvisionner en bâche ont l'embarras du choix et semblent maîtriser les différentes qualités de bâche à utiliser pour couvrir son toit. Les toits de maison, il y a deux catégories. C'est-à-dire il y en a qui utilisent l'étanchéité, qui coûte un peu plus cher bien sûr. Et il y en a qui utilisent aussi ces bâches-là. Et il y a d'autres catégories de bâches qui au bon marché, qui coûtent vraiment 500 ou 600, que les gens utilisent la plupart. Mais l'inconvénient de ça, tu es obligé, en les étalant, de mettre par exemple des pierres pour que le vent ne... Et là, chaque hivernage, tu es obligé de changer. Alors que ces bâches-là, par exemple, ça te permet peut-être de supporter 2 hivernages. Étanchéité et bâches font la pluie et le beau temps d'un marché qui attend toujours de nouveaux clients. Véritable business sous la pluie. Je vous le disais à l'entame de cette édition, pour la première fois de l'histoire du Sénégal, l'inspection générale d'État remet son rapport au chef de l'État en public. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi au Palais de la République. Le rapport a traité des questions liées à la gouvernance et à la reddition des comptes. Reportage radical. Remise du rapport de l'inspection générale d'État, pour la première fois, l'IGE a présenté en public son rapport au chef de l'État. L'initiative relève de la volonté de transparence des nouvelles autorités, et cela dans le cadre des réformes que l'IGE a initiées en 2005 et soutenues par le chef de l'État Macky Sall à l'époque au Premier ministre. Le rapport public porte sur la gouvernance et la reddition des comptes entre 2008 et 2013. Le présent rapport n'est ni un rapport d'audit, ni un rapport de vérification. C'est d'abord un instrument de reddition des comptes de l'IGE. Ensuite, il présente au président de la République, aux citoyens et aux partenaires techniques et financiers une synthèse des principaux résultats des missions de l'IGE. Enfin, le rapport indique la valeur ajoutée monétaire et non monétaire que l'inspection générale d'État apporte à la gouvernance publique. Au demeurant, l'idée d'un rapport sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes procède d'un constat. L'inspection générale d'État, à l'instar de tous les organismes d'inspection, d'enquête et d'investigation, ne peut publier in extenso les rapports issus de ses travaux. Dès lors que ses membres ont le droit d'accès sans restriction à toutes les sources d'information, même celles classées secret défense nationale. Ainsi,
tout en tenant compte de la nécessaire protection de certaines informations sensibles liées à la vie privée et à la sécurité de l'État, l'inspection générale d'État doit rendre compte de ce qu'elle fait, de la façon dont elle le fait et de ses résultats. Elle doit également dire aux chefs de l'État et aux citoyens sénégalais quel est le retour sur investissement obtenu pour chaque franc CFA dépensé pour elle ou par elle. L'IGE n'est pas un service secret et elle se doit de rendre compte aux citoyens. L'inspection générale d'État a contribué par ses constatations et propositions de mesures correctives à l'amélioration de la réglementation, à savoir à la consolidation de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Le rapport de l'IGE a traité des questions liées à la dette publique, aux universités et structures rattachées, aux établissements publics de santé, aux agences publiques, à la gouvernance économique et financière, ainsi qu'au commissariat général du pèlerinage au lointain de l'islam, pour ne citer que ces domaines. Les problématiques soulevées dans vos rapports ont été certainement les véritables causes de la situation économique et financière difficile dont j'ai hérité. En tout état de cause, il me revient en tant que dépositaire du suffrage des Sénégalais et en vertu du principe de la continuité du service public, suite aux recommandations que vous avez formulées et aux mesures de redressement que j'ai déjà initiées, il me revient donc de veiller à ce que les ruptures nécessaires soient opérées afin d'instaurer une gouvernance financière conforme aux meilleures pratiques et normes en la matière. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a une tendance qui consiste à dire que j'emprunte l'expression découverte de faux maquis. Il y aura en tout cas beaucoup de rigueur dans le contrôle. J'engage l'IGE vraiment à y aller à fond dans le cadre de cette vérification. Et ça c'est valable pour notre gestion. Donc il faut y aller. C'est des moments de rupture qu'il faut assumer. Si nous n'assumons pas ces ruptures, nous ne ferons rien de bon. Le président Macky Sall a salué le travail accompli par l'inspection générale d'État qui, à travers ce rapport, a tenu à informer l'opinion sur l'état de la gouvernance. Je voudrais tout d'abord féliciter le vérificateur général du Sénégal pour la qualité du rapport présenté qui reflète son engagement personnel et son combat permanent pour la promotion de bonnes pratiques dans l'administration. J'associe à ces félicitations l'ensemble des inspecteurs généraux d'État pour leur mobilisation au service de l'État. Au demeurant, c'est le lieu de préciser qu'au-delà des recommandations formulées par l'inspection générale d'État, je reste ouvert à toute proposition allant dans le sens de l'amélioration des performances des autres organes de contrôle de l'État, tels que la Cour des comptes, dont j'apprécie très positivement la qualité du travail. Je voudrais associer à cette appréciation positive un corps qui est souvent laissé pour compte, c'est le contrôle financier. Il est temps qu'on reconnaisse son travail, puisque le contrôle financier abat un travail remarquable dans la gouvernance publique des entreprises. Et je souhaite que des moyens complémentaires soient mis à sa disposition pour lui permettre de faire son travail dans les meilleures conditions. Le vérificateur général du Sénégal, Nafi Ngom Mondour, est en fin de mission et le chef de l'État a nommé à sa place un nouveau vérificateur général. Il s'agit de l'inspecteur général d'État François Collin. Démarrage officiel ce mercredi 21 août des vacances 2013. En prélude à cet événement citoyen, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques a décliné ce matin les grands axes du programme. Le thème retenu pour cette édition est Agir pour devenir. Voici à ce propos le ministre Benoît Sambou au micro de Lamine Touré et Ramatoulaye Ba. Ces vacances 2013, nous allons mettre l'accent sur la promotion de la citoyenneté, sur la promotion
donc, de l'emploi, mais également sur des actions d'utilité publique avec les camps d'utilité publique qui vont être organisés, mais également faire en sorte que des jeunes sénégalais puissent se découvrir mutuellement, que des jeunes du Sud puissent aller rencontrer des jeunes du Nord, puissent découvrir d'autres cultures, puissent découvrir une autre société, parce que c'est comme ça qu'une nation se fonde. Nous voulons aujourd'hui que de plus en plus, que la question des inondations soit moins un traumatisme pour les Sénégalais qu'une difficulté qui est prise en charge avec, de manière sereine. Le président de la République et le gouvernement sont en train de faire énormément d'efforts pour la prise en charge de ce phénomène-là, mais il s'agit aujourd'hui, pour les jeunes et pour les populations, de dire oui, des efforts sont faits, mais nous n'allons pas ressentir ce phénomène comme une fatalité, nous allons le prendre en charge. Et de toutes les façons, la chose la plus importante, c'est que d'ici 2 ou 3 ans, que ce phénomène soit définitivement dépassé. Mais pour le moment, il s'agira pour nous d'organiser les jeunes pour qu'ils prennent en charge et ce qu'ils soient auprès des populations. L'autre aspect, c'est la construction d'une digue qui va relier la Guinée-Bissau et la Casamance, Arcagit, où les jeunes sont déjà engagés et où nous allons vraiment travailler à faire en sorte que les populations de deux pays, donc de la sous-région, puissent créer un lien qui puisse se rapprocher. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est que Youtou, qui est une zone complètement enclavée, puisse davantage se rapprocher. L'autre aspect, c'est la réhabilitation d'écoles dans la région centrale entre Kaolack, Kaffrine, Diourbel. Et là aussi, nous allons travailler à réhabiliter des écoles. Il s'agira pour nous de créer un véritable cadre d'engouement et de mise en place de projets forts pour respecter la volonté et la vision du chef de l'État qui souhaite que nous puissions nous appuyer sur le mouvement Naétane, qui est aujourd'hui une forme d'organisation qui est unique au monde. Voilà, le coup d'envoi des vacances citoyennes sera donné demain. Fin du projet Wallanafa de l'USAID. Le projet intervenait dans l'agriculture et la gestion durable des ressources naturelles. Plusieurs ouvrages d'envergure ont été construits et les bénéficiaires formés. Après 9 années de mise en œuvre, l'heure du bilan a sonné. Ce président de communauté rurale est tout fier de présenter son tracteur acquis grâce au projet Wallanafa de l'USAID. Cette acquisition a été d'un grand apport dans l'amélioration de ses conditions de vie. C'est dans une collectivité donnée où on emblave près de 1000 à 1000 et quelques hectares de riz, sans compter maintenant l'agriculture du maïs. Et que dans ces dites collectivités, il n'y avait pas un seul tracteur. Vous voyez donc, on faisait appel à nos parents gambiens, se sont dotés de tracteurs. Actuellement, même des privés qui ont commencé maintenant à amener des tracteurs pour appuyer le développement local. Le projet Wallanafa, initié en 2003, termine sa deuxième phase en ce mois d'août. Il concerne 7 régions du Sénégal. Aujourd'hui, il est question de faire le bilan après 9 années d'exercice. L'aménagement des digues de retenue d'eau à Kersambagay, à Wassadou, à Boli, dans le Djilor, et à aussi mettre en place des ouvrages de digues anti-sel à Kaymor. Et ça permet aux populations de pouvoir utiliser l'eau de pluie afin d'y pratiquer la riziculture pendant l'hivernage et le maraîchage en culture de contre-saison. Les bénéficiaires ont été conviés à cette rencontre de clôture du projet. Cette dame explique l'impact de l'aménagement des espaces forestiers en zone agricole. Les rendements se sont accrus avec la construction d'ouvrages d'envergure. Les populations arrivent ainsi à assurer leur autonomie alimentaire. L'autre partie de la récolte est destinée à la vente. Hors de chez nous, en Égypte, le chef des frères musulmans a été arrêté hier nuit. Mohamed Badié était traqué depuis plusieurs mois pour incitation à la violence. Malgré cette arrestation, ses partisans ne comptent pas baisser la garde. Présenté assis dans une pièce, le regard perdu, Mohamed Badi, le guide suprême des frères musulmans, a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le ministère égyptien de l'Intérieur.
Avec lui, 2 autres cadres de la confrérie ont été interpellés sans violence dans un appartement situé près de la place Rabat al-Adawiya, au lieu de la contestation des pro-Morsi. Âgé de 70 ans, Mohamed Badi a été élu à la tête du mouvement en janvier 2010. Et même depuis le 3 juillet, date de la destitution par l'armée du président élu Mohamed Morsi, la contestation à travers le pays. L'image du guide capturé tourne en boucle sur les télévisions publiques et privées qui soutiennent largement les militaires. Cette arrestation affaiblit un peu plus les frères musulmans dont les cadres les plus importants ont été arrêtés. Ils doivent être jugés à partir du 25 août, comme Mohamed Badi, accusé d'incitation à la violence. Mais la mouvance islamiste n'a pas l'intention de changer de stratégie. L'incarcération de Mohamed Badi, le guide suprême des frères musulmans, est une injustice. Il représente une grande valeur pour nous. Nous sommes tristes, mais les frères fonctionnent comme une coalition à tous les niveaux de la société. Et cette arrestation n'affectera pas nos opérations et notre droit de protester pacifiquement contre quoi que ce soit. Première cible, la presse, que les frères musulmans appellent à boycotter pour son soutien aux militaires. En réponse à cette accusation, les journalistes ont quitté la salle. Voilà, nous en venons à la page sport. C'est parti pour l'Afrobasket 2013. Pour le rentrée en lice, les Lions sont difficilement venus à bout d'une vaillante équipe des Pharaons. C'était au Palais des Congrès des collèges des sports d'Abidjan que vont nous présenter les autorités ivoiriennes. En attendant un retour sur le match de cet après-midi, de la peur, de la joie. Ils nous auront fait passer par donc tous les États. Les Lions, dans leur entrée en lice à l'Afrobasket 2013, sont sortis donc difficilement vainqueurs des Pharaons d'Égypte. Une victoire au forceps 72-70. Seydina Aluntugo. Sur le fil, la victoire, après un passage sur le fil du rasoir. Des sueurs froides, Chersar en a bien eu cet après-midi, s'est protégé au milieu du temps à le mettre à l'abri. Le retour pharaonique des Pharaons a bien failli faire mouche aux Lions de la Teranga qui doivent leur salut à Ibrahim Meng qui inscrit le panier de la victoire. Normal donc que la célébration du succès frise l'expression euphorique alors qu'elle devait être laconique après une confrontation avec une équipe à leur portée. Les coéquipiers de Malaye Ndoye l'ont montré d'entrée avec une défense aux aguets, certes un peu trop parfois. Hamadi Ndiaye multiplie les fautes. Devant, Mamadou Ndoye étale toute sa classe. Amené par son meneur, le Sénégal déroule. Mais la réussite dans le jeu intérieur ne suffit pas. Ibrahim El Gamal, avec ses 3 tirs primés successifs, est là pour le rappeler. Le Sénégal finit le premier quart-temps avec une mince avance, 2 points d'écart. La marge s'agrandit en deuxième quart. À la mi-temps, les Lions mènent 41-32. Après la pause, le Sénégal appuie sur l'accélérateur grâce notamment à Mohamed Faye. L'ailier inscrit la bagatelle de 20 points. Meilleure performance offensive du match. Néanmoins, le dernier quart-temps a bien failli être un retour gagnant pour les Pharaons. 24 points inscrits contre 11 pour le Sénégal. Score final 72-70. Issue heureuse, mais les hommes de Chersar peuvent et doivent mieux faire. Cap sur Abidjan pour retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Elhadj Thierno Dramé. Bonsoir Thierno. Bonsoir Maïmouna. Voilà, l'équipe nationale du Sénégal a livré son premier match cet après-midi, une sortie victorieuse, mais est-ce que les Lions ont convaincu cet après-midi? Convaincu, non, on ne pense pas, puisque sur ce qu'on a vu sur le match, et Seydina Aluntugo l'a très bien résumé, les Lions ont montré 2 visages et ils l'ont eux-mêmes reconnu à l'issue de la conférence de presse, ou en tout cas pendant la conférence de presse d'après-match, puisque le capitaine Malaye Ndoye a fait une analyse très pertinente du comportement des Lions. À un moment, ils ont été très bons. Ensuite, ils se sont un peu relâchés. Relâchés, c'est le mot qui est souvent revenu dans son discours. Et le discours même du coach Chersar, il y a eu du relâchement au plus mauvais moment, puisque en basket, le 4e quart-temps, c'est le quart-temps le plus important. Et c'est ce moment-là que les Sénégalais se sont relâchés et se sont donc fait remonter par une équipe égyptienne, certes très belle, mais sur le papier, en tout cas, que l'on pense est moins forte que c'est l'équipe du Sénégal. Maintenant, eux-mêmes l'ont dit et très bien dit, ils ont eux-mêmes laissé les Égyptiens prendre confiance en eux, en déjouant, en se comportant parfois de façon très très individuelle, en primant le spectacle à l'efficacité. Et pour l'instant, eux pensent qu'il faut tirer des leçons de ce match-là. C'est vrai, il y a la victoire à la clé, mais il reste important de rester concentré, de savoir que dans ce genre de compétition, il n'y a pas de place pour l'individualisme ou la désinvolture. Il faut se battre.
Et donc, on peut espérer, en tout cas, que sur la prochaine sortie, les Lions rectifient le tir, même si ça s'annonce difficile contre la Côte d'Ivoire. Voilà, Thierno, après ce match donc, les Lions se sont prononcés, ils ont fait face à la presse, c'était donc juste après la rencontre contre l'Égypte. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors justement, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la nécessité, comme ils l'ont dit, de rester humble, de savoir que c'est une compétition très difficile et qu'aujourd'hui, toutes les équipes se valent, toutes les équipes viennent avec beaucoup de qualité. L'entraîneur tunisien a dit que l'équipe du Sénégal a de très bons joueurs qui évoluent dans peut-être les meilleurs championnats. Certains sont aux États-Unis, d'autres en Europe, mais il sait qu'il a du potentiel dans son équipe et que la crise qui est en ce moment en Égypte a peut-être un peu pesé sur la préparation des Égyptiens, non pas sur le mental, mais surtout sur la préparation. Côté Lyon, il faut se reconcentrer. Il y a une séance d'entraînement demain. Chersa a été très critique dans cette conférence de presse. On pense qu'il va remonter certaines bretelles et on peut s'attendre à avoir une équipe du Sénégal mieux réagir lors de la prochaine rencontre. Voilà, Thierno, venons-en pour boucler donc sur le programme des Lions. Quel est le prochain adversaire? Le prochain adversaire, c'est la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, qui d'ailleurs a remporté son match face à l'Algérie. La Côte d'Ivoire qui joue chez elle et qui a comme principal adversaire dans ce groupe le Sénégal. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a une petite histoire en afro-basket. Mais ce sera un match très très compliqué à la fois pour les deux équipes, surtout pour la Côte d'Ivoire qui joue chez elle et qui a la pression, sachant que toute défaite est interdite. Mais ça va être compliqué pour chacune des deux équipes. En tout cas, il faudra se battre parce que il est important de préciser que l'équipe qui va remporter la première place va rencontrer le 4e de la poule B, donc l'équipe la plus faible. Donc il est important de gagner le maximum de points, le maximum de matchs pour décrocher la première place. Ce sera un match qui va se jouer dans 2 jours, jeudi, et qui sera bien sûr retransmis sur les antennes de la RTS. Voilà, jouer dans la même poule que l'équipe organisatrice n'est pas de tout repos. Non, c'est une pression énorme. Mais comme l'a dit quelqu'un, il vaut mieux jouer l'équipe organisatrice chez elle en poule, en match de poule, plutôt qu'en match couperet, c'est-à-dire un match à élimination directe. Donc ce sera peut-être un match très disputé, mais je pense que les coachs vont s'observer. Chacun va voir un peu la stratégie de l'autre pour peut-être, au cas où les deux équipes se retrouveraient en demi-finale ou en finale, tirer le meilleur profit. Mais c'est vrai que ça va être très difficile pour les Lions devant un public ivoirien chaud bouillant et qui a à cœur d'en découdre avec le Sénégal et bien sûr de les battre. N'est-ce pas, Thierno? On se retrouve demain dans nos prochaines éditions. Merci à vous et à toute l'équipe déployée à Abidjan. En deuxième heure, la Côte d'Ivoire s'est imposée devant l'Algérie 64-47. Un peu plus tôt, en milieu de journée, le Mozambique a surpris la République centrafricaine 70-66. En ce moment, l'Angola croise le fer avec le Cap-Vert. Les Lions font un bilan mitigé de leurs prestations. Ils expliquent leur fin de partie difficile par le relâchement. Cela dit, les protégés de Chersar promettent de rectifier le tir jeudi face à la Côte d'Ivoire. Suivons les réactions d'après-match des propos recueillis par El Hadj Traoré. L'occasion, on a tenu vraiment à faire une réhabilitation entière de cette salle. Et elle a commencé il y a à peine 2 ans. Je pense que elle s'achève maintenant pour accueillir véritablement toutes les nations africaines qui viennent. Nous avons, à l'occasion de l'Afro-Basket, réhabilité la salle qui est ici. C'est cette salle qui a accueilli en 1985 l'Afro-Basket. Et nous avons profité de l'organisation pour construire de nouvelles salles. 2 nouvelles salles qui seront donc à la disposition de la Côte d'Ivoire après les Jeux. Mais comme je dis, nous n'avons pas besoin de présenter des factures. Ce qui est important, c'est de voir l'Afrique réunie ici en Côte d'Ivoire. Donc voilà, nous, c'est cette fierté que nous tirons dans l'investissement qui a été fait par le gouvernement ivoirien, surtout que le président de la République, que je voulais saluer ici, a donné des instructions pour que la fête ait lieu.
Voilà, l'Afrobasket 2013 se joue donc au Palais des Sports d'Abidjan, un complexe sportif avec un stade de football et 2 salles de basket. La réfection et la construction d'une nouvelle salle ont coûté 2 milliards de francs CFA. Mais pour les autorités ivoiriennes, l'important est que la fête soit belle. Vous avez suivi les réactions du ministre ivoirien des Sports et celle de la jeunesse et le responsable du Palais des Sports. Nous en venons au football. L'Olympique de Ngor est sacré vice-champion du Sénégal. Les Ngorois ont battu l'Assur sur le score d'1-0 lors de la dernière journée de la Ligue 1. Le promu de l'année dernière s'est bien comporté tout au long de ce championnat. Retour sur les temps forts de cette 30e journée avec Mansour Sow. Ils y croiront jusqu'au bout. Au finish, le miracle n'a pas eu lieu. Le rêve d'un premier sacre ne se réalisera pas pour l'Olympique de Ngor, tout au moins cette saison. Dans ce duel à distance, les Ngorois comptent sur un véritable coup de pouce du destin pour choper le titre au leader Djambar. Dès l'entame, les Ngorois emballent la rencontre et sont à 2 doigts d'ouvrir le score. Les visiteurs subissent mais n'encaissent pas. 0 but partout, score à la pause. Au retour des vestiaires, la domination des Ngorois s'accentue, mais ils ont du mal à concrétiser leurs actions. Pour donner un nouveau souffle à son équipe, Sidassar effectue des changements. Kariba Kamara entre à la place de Bamar Samb à la 56e minute. À la 73e, le nouvel entrant adresse un centre impeccable à Baba Diop qui, d'une belle reprise de la tête, ne laisse aucune chance à Alika. Les sécuriers ne se découragent pas pour autant. Suite à une action mal négociée par la défense de l'Olympique de Ngor, il manque de peu. Légalisation, 1-0, score final. Au début, l'objectif était de jouer le maintien. On l'a réussi depuis la 23e journée. Ce qui nous restait, c'est d'aller rester sur le podium. Parce que le championnat, c'est vrai, on l'a démarré. Mais depuis la première journée, on n'est pas sorti des 5 premiers. Donc pour moi, ça, c'est le fruit d'un travail. C'est un travail d'équipe. Parce que dès le départ, je savais qu'on avait une possibilité d'être deuxième, d'être premier. Les Djambars avaient des ressources que même nous, on n'a pas. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont les ressources qu'a l'Institut Djambar. Donc je pense que de faire deuxième, premier club vraiment comme on est, si vous voulez, par rapport au Djambar, pour nous c'est un exploit. On en est fiers. Ngor est vice-champion pour sa première saison dans l'élite. Cerise sur le gâteau, son mythique terrain sera gazonné dès le mois d'octobre. Rideau donc sur le championnat national de Ligue 1. Le Giraffe de Dakar, qui a terminé à la 4e place, a fait match nul, 0 but partout avec le Port. Le Torekunda de Mbour a battu Niaritali sur le score de 3-0. Le podium est composé de Djambar, de Ngor et de l'AS Pikine. Sont relégués en Ligue 2 les équipes de l'US Gorée, l'US Douane et le Guédiawaye Football Club, l'Assur de Richard Toll. Résumé de cette ultime journée avec Abdul Aziz Ban. Pikine et Giraffe, 2 équipes pour une place sur le podium de la saison 2012-2013. Un point sépare Dakarois et Pikinois. L'AS Pikine, avec ses 46 points, n'avait pas droit à l'erreur face à l'Union sportive de Gorée. Des insulaires qui ont un pied en Ligue 2. L'opposition entre les 2 équipes a tourné à l'avantage de Pikine. L'unique but de la partie marqué par Serigne Cheikh Diouk a suffi pour faire de l'AS Pikine la 3e équipe du championnat du Sénégal avec 49 points. Cette victoire de l'AS Pikine condamnait le Giraffe à la 4e place. L'équipe de la Médina menacée par le Port, son adversaire dans cette 30e et dernière journée de la Ligue 1 Orange. Une rencontre où il y a eu beaucoup de ratés de part et d'autre. Au finish, 0-0. Le Giraffe termine 4e et le Port 5e. C'est un bilan satisfaisant. Parce que l'objectif au départ c'était le maintien, parce que j'ai recruté des jeunes joueurs venant des Navétanes et des divisions inférieures. Donc c'est reconstruire une équipe après avoir monté l'élite du football sénégalais. Personnellement, j'ai vécu une expérience vraiment intéressante qui me permettrait de rassembler tout ce qu'on a eu à faire avec le club, avec les clubs que nous avons rencontrés pour essayer de nous repositionner. Autre duel dans cette dernière journée de championnat, Niaritali Torekunda. 2 équipes en milieu de classement. L'ouverture du score est signée Yalifal Guène à la 2e minute. Il va être imité par Babagay à la 27e. Et puis, en toute fin de partie, Benoît Toupane inscrit le 3e et dernier but des Mbourois.
Au classement final, Casa Sport, Linguère, Niary, Tali Touré Kunda et Yego sont au milieu de tableau. L'AS Douane a fait match nul contre le Casa Sport un but partout et les relégués en Ligue 2, tout comme assure Guédiawaye Football Club et l'Union Sportive de Gorée. Depuis le début de la saison jusqu'à présent, nous manquons de chance. Je ne dis même pas, mais c'est un manque de chance. Vous savez, les équipes qui descendent ne sont pas plus faibles que les équipes qui sont en haut, ni au milieu du tableau. Parce que c'est des équipes qui manquent de chance. La prochaine saison de la Ligue 1 Orange va se jouer avec 14 équipes au lieu de 16. Le stade de Mbour et le Sénégal de Diourbel seront de la partie. Suite de la série de portraits sur les candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, Ousseynou Gueye fait partie du groupe des prétendants au fauteuil de président. Il dirige Rufisque Football Club. Son objectif, améliorer et revaloriser les conditions d'existence des clubs amateurs. Koumba Diaratemar est allé à sa rencontre. Voici son reportage. Dans le département de Rufisque, c'est là où est né il y a 55 ans Ousseynou Faye, un des candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Ce Lébou Bonta se veut le candidat des clubs amateurs. Je suis le président des clubs frustrés, des clubs laissés pour compte, des clubs qui ne demandent qu'à vivre, qu'on ignore, qu'on piétine. Je suis ce président-là, avec un projet pour eux. La revalorisation de ces clubs amateurs, la mise en place d'infrastructures, la révision des textes font partie des 7 points autour desquels il articule son projet pour le football sénégalais. Il faudra multiplier, continuer à réformer les stades et en y ajoutant maintenant des structures pour la direction, des structures de formation à la base pour atterrir à une grande structure que j'appelle le village effectivement, du football. Ex-vice-président de Yakar, actuel président de Rufisque Football Club, une équipe du championnat amateur qu'il a créée en 1996. Ousseynou Faye n'a certes pas gagné de trophée avec son club, mais il a pu réaliser ce centre d'hébergement sportif en plein cœur de Rufisque. Ça, il a gagné, parce que c'est par passion et c'est pas aussi une vision. Dirigeant, mais aussi pratiquant, comme bon nombre de Sénégalais, Ousseynou Faye a fait le football de quartier, le championnat scolaire, avant de devenir arbitre en France. Le football club de Dugny, qui est dans la région parisienne. J'ai pendant 4 ans là-bas. Après les Dugny, maintenant, j'ai fait l'examen pour devenir arbitre de la Fédération française de football pendant une quinzaine d'années. Cet architecte passionné du ballon rond est également un homme politique. Ousseynou Faye est le président du mouvement pour la renaissance républicaine, une formation membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. La RTS reste déterminée à accompagner les sportifs sénégalais qui s'affirment dans leur discipline, selon son directeur général. Racine Talla a reçu hier le basketteur sénégalais de la NBA, Gorgui Sy Dieng, venu rendre une visite de courtoisie à l'amicale des jeunes. Dans la foulée, le lutteur Balla Gaye 2 a trouvé une oreille attentive auprès de la direction générale. Ainsi, la RTS va soutenir la 4e édition de la caravane de la paix en Casamance du 1er au 10 septembre. Cette manifestation est placée sous le parrainage du chef de l'État, Maman Moussagnan. C'est dans une atmosphère détendue que le lutteur a rencontré le directeur général. La visite de courtoisie a pour but de sensibiliser les autorités de la RTS sur la caravane de la paix 4e édition et de solliciter tout l'appui de la radiodiffusion-télévision nationale pour une couverture parfaite de la manifestation. L'innovation de cette année, c'est que cette caravane est dédiée au président de la République, M. Macky Sall. Tout simplement parce que c'est un homme de paix. Un homme, depuis son accession au pouvoir, a ménagé aucun effort pour que la Casamance retrouve la paix. Nous sommes sortis satisfaits, d'autant plus que la RTS va nous accompagner. Nous avons su trouver un partenariat avec le directeur général de la RTS. Nous avons aussi su trouver une oreille attentive, quelqu'un qui comprend bien l'enjeu vraiment de notre événement pour nous accompagner. Un peu plus tôt, le basketteur sénégalais, récemment drafté en NBA, Gorgui Sy Dieng, s'est entretenu avec le directeur général. En présence de l'amicale des jeunes de la RTS, dont il a loué les activités, le basketteur est venu poser les jalons d'un futur partenariat dynamique avec la JRTS.
Ce n'est pas la première fois qu'il effectue le déplacement ici. Il était là lorsque nous célébrions, je pense, les 70 ans de la RTS. Aujourd'hui, après son sacre aux États-Unis, il revient nous rendre visite pour s'enquérir un peu des activités de l'amicale, voir comment l'amicale marche, mais aussi saluer le directeur général. Je pense que c'est un geste qui nous va droit au cœur et nous pouvons que lui souhaiter une bonne chance dans sa nouvelle carrière. Et prions Dieu pour qu'il soit parmi les meilleurs en NBA. En tout cas, au nom de l'amicale Gorgui, au nom du directeur général, nous vous disons encore une fois merci et souhaitons que vous réussissiez dans votre carrière. Une après-midi, 2 artistes, 2 talents confirmés. Une fierté pour la radiodiffusion-télévision sénégalaise. Les stars ont saisi l'occasion pour un échange de coordonnées, façon de sceller définitivement une amitié fraternelle. Culture pour boucler, les marrons glacés, c'est le nouveau recueil de poèmes de Samba Ndiaye. Dans ce recueil, l'auteur évoque divers thèmes, l'amour, la révolte entre autres, des thèmes d'actualité. La cérémonie de présentation a eu lieu à la bibliothèque de l'Institut français Mansour Sow. Dans ce coup d'essai qui vaut sans nul doute un coup de maître, Samba Ndiaye valse entre les fleurs de la rhétorique et les subtilités de la versification. L'amour, l'amitié, la lutte contre l'oppression sont entre autres thèmes abordés et dans ce recueil poétique. Après avoir rassemblé, nous avons essayé de les classer en rubriques. C'est ainsi que nous avons un premier thème qui s'appelle la révolte, avec tout ce que la révolte constitue au niveau de l'inspiration poétique. Il y a un deuxième thème qui s'appelle fantaisie. On peut y voir le rêve, l'imagination, tout ce qui peut sortir du rationnel et du naturel. Immanquablement, il y a une partie qui traite du thème de l'amour. Les femmes rencontrées, les sentiments vécus. À l'image de ses devanciers, les grands poètes comme Senghor et autres, l'auteur de Les Marrons glacés a su donner à son œuvre une touche particulière. Il utilise un style rythmé entre le poème classique et une belle disposition typographique qui rappelle le calligramme. Ce qui d'ailleurs a fini par séduire les amoureux de la poésie. Un recueil vraiment que j'ai aimé à la première lecture, ce qui est très rare aujourd'hui par rapport au contexte de publication. C'est un recueil qui a été élaboré avec justesse. Un travail de recherche, un travail de correction sur la langue a été fait. Vraiment, c'est un travail littéraire. La poésie, c'est quoi aussi? C'est des règles. Il y en a même qui veulent bousculer les règles. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas bousculer les règles si on ne les connaît pas. On ne peut pas déconstruire si on ne sait pas construire. Les Marrons glacés est un recueil qui peint un univers pittoresque qui semble nous montrer les choses et les hommes sous un autre jour. C'est à travers cette alchimie verbale que se trouve la véritable originalité de l'œuvre de Samba Ndiaye. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.